Le webinaire est organisé par l'association Smile et nous serons deux pour animer cet échange. Donc moi-même, je vais me présenter et Laurie Fablé, qui est responsable communication et showroom, que vous voyez peut-être dans les encarts et qui pourra aussi voilà, répondre à vos questions sur la conversation ou les relayer auprès des participants. Euh, donc c'est un webinaire dédié au retour d'expérience des projets pilotes d'autoconsommation collective en photovoltaïque. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je voulais rappeler effectivement ce qu'était l'association Smile. Donc moi-même, je travaille pour l'association en tant que chef de projet. L'association Smile, c'est le réseau du Grand Ouest qui est dédié au réseau énergétique intelligent. Nous sommes une association birégionale, donc Bretagne-Pays de la Loire, qui a été créée en 2017 sous l'impulsion des deux régions, la région Bretagne et la région Pays de la Loire, qui est encore d'ailleurs coprésidée par ces deux régions. André Croc, conseiller régional de Bretagne délégué à la transition énergétique, et Philippe Henry, vice-président délégué à la transition écologique. C'est un écosystème qui vise à rassembler une diversité d'acteurs, 40 membres cotisants en 2022, des collectivités territoriales, les régions, des syndicats départementaux d'énergie, des communautés de communes, des opérateurs de réseau, les opérateurs de réseau de l'électricité et du gaz, des groupes industriels comme EDF et Engie, et l'ensemble des PME qui souhaitent nous rejoindre et qui sont apporteurs de solutions sur le sujet des réseaux énergétiques intelligents. L'association a été créée avec un double objectif, celui d'une part de contribuer à la transition énergétique des territoires vers la neutralité carbone et d'autre part de stimuler les acteurs économiques de ces filières d'avenir. Donc vraiment ce double objectif de développement durable et de développement économique. Vous voyez peut-être sur la partie droite de la slide quelques questions qui nous intéressent au sein de Smile, qui travaille vraiment sur la notion de pilotage des réseaux énergétiques. Donc en lien évidemment avec l'intégration de plus en plus importante des énergies renouvelables sur nos réseaux, qui pose de nouvelles questions, le développement de certains usages comme les mobilités décarbonées et le développement des véhicules électriques, ou encore le pilotage de la consommation qui permet de maîtriser sa consommation et de faire un pas en avant vers l'efficacité ou la sobriété énergétique. Donc, comment gérer la variabilité de la production photovoltaïque ou éolienne par le pilotage? Comment, à l'échelle d'un bâtiment, d'un quartier, d'une île, travailler à renforcer l'autonomie énergétique grâce au pilotage des consommations? Comment piloter la recharge des véhicules électriques en dehors des heures de pointe, si on veut passer de 1 million de véhicules électriques aujourd'hui à 15 millions de véhicules en 2035, tels que les scénarios voilà, nous prévoient en tout cas cette évolution. Et comment, sur une autre filière qui est la filière du biogaz et du gaz renouvelable de manière générale, comment piloter ces réseaux pour laisser la priorité à l'injection de gaz renouvelable et local, faire circuler le gaz du réseau de distribution vers le réseau de transport, donc de manière bidirectionnelle. Donc on a aussi ces enjeux-là. Donc voilà un peu les différentes questions qu'on traite. Comment on les traite? On les traite par des événements comme aujourd'hui, puisqu'on a une action vraiment qui est centrée sur le partage d'expériences. Donc c'est faire connaître et partager à la fois les enjeux liés au réseau énergétique intelligent et les initiatives, les projets démonstrateurs en Bretagne et en Pays de la Loire qui testent ces différentes solutions. Euh, on accompagne aussi des projets concrètement sur le territoire de la Bretagne et du Pays de la Loire, soit sous forme de coups de pouce avec des porteurs de projets qui ont besoin d'un éclairage, d'une compétence technique qu'on peut aller chercher au sein de notre réseau, soit pour lever une difficulté réglementaire, financière, qu'on peut aussi mobiliser notre réseau, ou soit sur des accompagnements plus tremplins où on a lancé récemment un appel à manifestation d'intérêt pour accompagner des opérations d'aménagement, de zones d'activité, de quartiers d'habitat, visant à éclairer les porteurs de projets, à les engager dans un itinéraire Smart Grid. Et enfin, et c'est aussi surtout par là que ça commence, l'idée du réseau, c'est de réunir des acteurs qui veulent travailler ensemble sur des nouveaux projets démonstrateurs
Et donc, c'est aussi à ça qu'on s'attache au sein de groupes de travail. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. L'association est ouverte à une diversité de membres, vous l'avez vu, pour rejoindre la dynamique. Un petit focus sur une cartographie des projets qui est disponible sur notre site web. Donc n'hésitez pas à aller sur le lien que j'ai diffusé là sur la slide pour vous connecter et à nous contacter aussi pour faire connaître votre projet s'il porte des solutions liées au réseau énergétique intelligent. Voilà, je vous remercie. J'imagine que certains d'entre nous enfin certains d'entre vous ont rejoint le webinaire au cours de ma présentation, mais je vais pas la refaire. En tout cas, merci à tous d'être présents pour ce webinaire organisé par le réseau Smile Smart Grids. On va aller directement dans le cœur du sujet. Donc l'autoconsommation collective, pour nous, c'est vraiment un enjeu majeur justement de relier production d'énergie renouvelable et consommation pour ensuite aller vers les solutions de pilotage. Et depuis 2017, un certain nombre de projets d'autoconsommation collective ont vu le jour en Bretagne et en Pays de la Loire, ont été parmi les pionniers à l'échelle nationale à porter des projets de ce type. Et il nous semblait très intéressant au moment où cette thématique est vraiment d'actualité, hein, preuve en est le nombre de personnes présentes à ce webinaire, de faire finalement un retour d'expérience de la part de ces porteurs de projets qui ont déjà quelques années de mise en œuvre d'opérations d'autoconsommation collective pour qu'ils puissent vous éclairer sur les difficultés rencontrées, les enseignements dont ils ont pu tirer de ces premières opérations. Donc on aura une heure consacrée à ces trois retours d'expérience. Donc je remercie les intervenants. Et enfin, des éclairages pour aller plus loin. D'une part, un acteur important, donc Enedis, l'opérateur du réseau de distribution d'électricité, avec Mohamed Lajibi, qui interviendra pour présenter les outils et services d'Enedis au service de l'autoconsommation collective. Et enfin, une intervention en binôme sur les dynamiques et leviers d'accélération aujourd'hui sur le déploiement de projets d'autoconsommation collective, de la part d'Elie Ballester, délégué général d'Atlanson, et de son prédécesseur Simon Ducasse, qui est également aujourd'hui porteur de projet sur les sujets d'autoconsommation collective. Je vous propose d'aller directement de donner la parole au CIDEV pour la première intervention, donc à Antonin Charon. On prendra les questions au fur et à mesure sur la conversation et on prendra un petit temps de questions-réponses à la fin des trois premières interventions, voilà, pour essayer de garder le temps dédié à chaque intervention. Je vous remercie. Je passe la parole à Antonin Charon. Je vais passer les diapos, Antonin, et Bonjour, bonjour à tous. n'hésite pas à me dire diapo suivante. Ça marche, pas de souci. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Très bien. OK, parfait. Donc bonjour à tous, Antonin Charon du CIDEV. Moi, je suis chargé de projet développement innovation. On travaille en fait sur le réseau d'électrique de Vendée et pour justement le raccordement sur le territoire, et on travaille également sur des projets innovants et notamment l'autoconsommation, où on a commencé à travailler sur le sujet en 2017 avec un projet d'autoconsommation individuelle sur notre bâtiment, et on a également accompagné la commune de la Genetouze sur un projet d'autoconsommation collective. Si on peut passer au diapo suivant, je vais remettre un petit peu de contexte sur ce projet. Cette opération d'autoconsommation collective a la particularité en fait d'être regroupée au sein même d'un bâtiment, sans faire de l'autoconsommation individuelle. Heu, la commune de la Genetouze a souhaité en fait faire profiter à ses commerçants de l'électricité produite localement, et donc nous a mis à disposition en fait la toiture de son bâtiment, sur lesquelles on est venu installer une centrale, mais qui est directement raccordée au réseau. Et ensuite, chaque consommateur, donc on a 5 consommateurs, on a une boulangerie, une esthéticienne, un salon de coiffure, une supérette, et une fleuriste à l'intérieur de ce bâtiment, qui ont chacun leur propre contrat directement avec leur fournisseur d'électricité. Donc c'est pour ça qu'on fait directement de l'autoconsommation collective. On avait la volonté de se raccorder directement au réseau pour tester en fait le modèle dans son ensemble, et donc de voir un petit peu, d'avoir des retours d'expérience sur le sujet avant de continuer à développer ces solutions sur notre territoire. Hem, au niveau du projet, on a décidé de mettre une association en place,
pour tester parce qu'en 2018-2019, on ne savait pas trop encore les modèles possibles, si au niveau du syndicat, on pouvait porter ou pas, ces opérations. Donc on a décidé de partir en association. 1er retour d'expérience, c'est pas forcément quelque chose qu'on réitérera sur les projets qu'on va accompagner, notamment par la complexité, à maintenir, chaque personne, chaque partie prenante du projet. Maintenir une assemblée générale par projet, quand on a 1 ou 2 projets, ça peut le faire. Quand on va commencer à suivre une dizaine de projets, ça peut être compliqué. Du coup, c'est pas forcément la chose qu'on fera par la suite, et on passera notamment au niveau du syndicat en tant que PMO départemental, heu, à titre d'expérimentation pour le moment. Je sais qu'il y a plusieurs syndicats aussi qui l'ont fait, mais l'objectif pour nous, c'est d'accompagner un maximum de territoires. La 1re difficulté, voilà, c'est de maintenir tout le monde en fait, motivé, notamment les commerçants qui, sur lequel c'est pas le sujet principal. Voilà, un boulanger, son objectif, ça va être de vendre ses produits et suivre, ses factures d'électricité et être présent aux assemblées générales ou autres. C'est pas forcément le sujet principal. Donc on essaye de leur faciliter, au maximum, cette partie-là. Au niveau des parties prenantes, donc on a, Vendée Énergie qui a installé, qui est la société d'économie mixte du SYDEV, qui porte les installations d'énergie renouvelable sur le territoire vendéen, qui a installé l'installation photovoltaïque en toiture et qui revend de l'électricité directement aux commerçants. On a également, donc la collectivité qui a mis à disposition sa toiture et on a les 5 commerçants qui achètent l'électricité via un contrat de vente directe auprès de Vendée Énergie. Nous, le SYDEV, en fait, on a été un petit peu facilitateur du projet, notamment dans le montage juridique et administratif, et on y reviendra par la suite, mais on accompagne également sur la partie, gestion des facturations et démarches à mettre en œuvre, pour la régularisation de factures. Ce projet a été, financé, en fait, par la région, et l'ADEME dans le cadre d'un appel à projets de la région Pays de la Loire, sur lequel on a réussi à obtenir une subvention parce que, si on remet le contexte en fait de 2018-2019, les opérations d'autoconsommation collective n'étaient pas, rentables, si je peux dire. On avait, où un électron solaire, était autour de enfin une production solaire était à peu près autour de 10 centimes du kilowattheure et l'électron sur le réseau était encore, à 5 centimes, à ce moment-là, entre 5 et 6 centimes. Donc au niveau du projet, on a une, vente d'électricité du producteur vers le consommateur, à un tarif de entre 5 et 6 centimes, qui était le tarif de chaque consommateur, au début du projet. Grâce à la subvention, de la région, on obtient un équilibre financier à 20 ans, à une opération blanche, en fait. Une opération qui revient à 0 pour l'ensemble pour le producteur. Et pour les consommateurs, si le tarif du réseau était resté à l'identique, on aurait fait également une opération blanche. Mais là, on est sur des opérations intéressantes pour les consommateurs, vu que le prix de l'électricité s'est envolé ces derniers temps. On va pouvoir passer au slide suivant. Merci. Au niveau des données financières, donc c'est un projet qui a coûté à peu près 76 000 €, 75 000 € sur 20 ans. Enfin, ça va être le coût du projet. Vendée Énergie, en termes d'investissement et d'OPEX et de suivi de l'opération, on va en avoir à peu près pour 65 000 €. Le SYDEV, a pris en charge, on va dire, la partie juridique à hauteur de 5 000 € et on a des coûts de fonctionnement annuels liés à la PMO qui sont pris en charge également par la, commune qui nous accueille sur ce bâtiment, sur la commune de La Genettouse. Quand on parle de frais de fonctionnement de PMO, c'est, un accès à un outil de visualisation des flux, la gestion de la clé de répartition, donc répartition des flux sur le projet. Nous, sur ce projet, on a une clé de répartition dynamique personnalisée. C'est-à-dire que c'est le consommateur qui achète le plus cher l'électricité, même s'ils sont tous entre 5 et 6 centimes. Faut savoir qu'en 2019, c'était les consommateurs qui consommaient le moins qui achetaient, l'électricité la plus chère. Donc la clé de répartition, se répartit de façon, plutôt intéressante. C'est-à-dire que les petits consommateurs se servent en premier, mais comme ils consomment très peu, au final, il reste assez de production pour les plus gros consommateurs qui sont la boulangerie et la supérette. Hem et ensuite, on a la subvention de la région, oui, je l'ai dit, à hauteur de 27 000 € et l'intérêt pour les commerçants, c'est d'avoir une électricité verte au même prix, que celle du fournisseur. Voilà sur quoi nous on s'est engagé, il y a quelques années. On peut passer au diapo suivant.
Merci. Au niveau du retour d'expérience et des données sur les 2 premières années, alors là, j'ai mis que 1 an. C'est une opération qui a démarré en juin 2021. Là, je vous ai mis janvier 2022 à décembre 2022. On couvre 25 des besoins des 5 commerçants. Donc les 36 kW crête qui sont installés en toiture couvrent 25 des besoins. Et sur ces 25 en fait, c'est qu'on arrive à capter 82 de ce qui est produit et on revend entre 17 et 18 à l'acheteur de surplus qui est Équateur. Donc c'est pareil, Équateur qui a accepté de jouer le jeu en 2018 pour acheter l'électricité parce qu'en 2018 ou 2019, on n'avait pas encore d'acheteurs de surplus. On avait un acheteur de surplus qui était Équateur, mais on n'avait pas d'obligation d'achat avec EDF. Donc on est sur des valeurs plutôt intéressantes où on arrive à capter une grande partie de ce qui est produit et ça permet de couvrir une partie de la facture d'électricité. Et donc les commerçants ont pu stabiliser et faire d'économies sur cette partie-là. Si je prends depuis 2021, c'est des chiffres à peu près significatifs. C'est pour ça que je vous ai simplement montré 2022. Maintenant, je vais passer au point que moi j'estime le plus important, c'est la diapo suivante. Au niveau des montages de projets, donc tout à l'heure je vous ai parlé de montage juridique et administratif. Il y a quelques années, c'était ce qu'on estimait le point sensible. Alors, notamment, c'était un point qui était partagé par beaucoup de porteurs. Mettre une opération d'autoconsommation collective, c'était assez compliqué parce qu'il fallait réunir tout le monde, faire les bons contrats, les bonnes conventions. Nous, aujourd'hui, on estime que ce n'est plus un frein en tant que tel, dans le sens où les projets vont se diversifier et se massifier. Pour nous, le problème lié au montage des opérations d'autoconsommation collective se trouve sur la partie régularisation des factures d'électricité. J'entends par là que quand on a lancé l'opération, on avait en tête que justement les flux étaient gérés par Enedis et transmis aux fournisseurs et qu'ensuite les fournisseurs déduisaient ça sur la part autoconsommée, enfin sur la facture d'électricité. Ils déduisaient la part autoconsommée. On s'est aperçu au bout de quelques mois, une fois que les premières factures sont arrivées, que aucune déduction n'était faite et du coup les consommateurs se retrouvaient à être facturés 2 fois. Ce qui pose problème dans le sens où en fait, nous, le producteur local n'était pas payé parce que les consommateurs ne voulaient pas faire double facturation. Et donc on a commencé justement à discuter avec toutes les fournisseurs d'abord, ensuite les instances, etc. Et même avec Enedis, on s'est aperçu justement que tous les process n'étaient pas encore à jour il y a quelques années. Alors on voit qu'aujourd'hui, c'est en train de rentrer dans l'ordre petit à petit avec les flux automatisés, notamment de la part d'Enedis, qui intègre directement ces flux dans les envois de données. Mais on a toujours pas mal de difficultés avec justement cette régularisation. Moi, j'ai simplement pu facturer depuis 2 ans un seul consommateur et je suis toujours en attente de régularisation. Alors, j'ai bon espoir, ça va se faire. Mais voilà, c'est pas mal de démarches administratives et juridiques, d'échanges avec pas mal d'interlocuteurs, les services clients, pour faire cette régularisation. Si nous, on a un conseil à donner auprès des porteurs de projets, c'est de pas passer, pour les consommateurs, de ne pas être en prélèvement automatique, mais de passer en mandatement avec une validation avant chaque paiement de facture. Et on vous incite également à discuter avec vos interlocuteurs au niveau de la facturation et au niveau de votre fournisseur. C'est-à-dire prévenir votre fournisseur en amont que vous allez rentrer dans un processus d'autoconsommation collective et vérifier que c'est bien pris en compte de son côté. Voilà un petit peu pour les démarches. Mais malgré toutes ces difficultés liées à la facturation, nous, comme je vous l'évoquais, le CIDEV, on continue à développer l'autoconsommation collective et d'accompagner nos collectivités sur le territoire parce qu'on s'est désigné PMO et on va pouvoir justement continuer à suivre cette partie-là, mais tout en ayant une vigilance sur le fait que les factures sont bien déduites. Il y a, je vais peut-être dire une bêtise, mais 80-90% des opérations qui ne vérifient pas les factures d'électricité en fait pour le moment. Et donc j'incite tous les porteurs à vérifier pour qu'on puisse faire avancer ensemble justement toute la démarche et l'ensemble des opérateurs en fait sur le sujet. Donc, que ce soit les producteurs, les fournisseurs d'électricité réseau
et également Enedis sur cette partie-là pour faciliter la gestion des flux. Même si je note qu'il y a un travail ces derniers mois et ces dernières années pour améliorer la fluidité des échanges. Je pense que j'ai fait le tour, moi, sur ma présentation, et je vous remercie pour l'écoute. Je viens de voir une question, j'en profite juste pour répondre au niveau des fournisseurs. On a plusieurs fournisseurs, et c'est un peu la particularité, c'est qu'on a plusieurs fournisseurs en tout, et on a même des consommateurs qui ont changé de fournisseur pendant l'opération. Donc on a plusieurs acteurs. Merci Antonin pour cette présentation. Je vous propose de passer à la présentation suivante et comme je le disais en introduction, de faire un temps de questions-réponses à la fin des 3 retours d'expérience. Voilà, comme ça on maîtrisera mieux le temps dédié aux questions-réponses. Mais je pense qu'effectivement l'intervention et les enseignements donnés vont appeler un certain nombre de questions. Donc maintenant, je voulais passer la parole à 2 acteurs du projet Harmonieux, donc qui s'est déroulé sur l'île Dieu, Audrey Dugal pour Engie et Antoine Vinet, qui était membre producteur de la communauté. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Très bien, alors j'espère qu'Antoine, tu es bien connecté. Ouais, je suis là. Bonjour à tous. Super. Donc on va vous faire une présentation à 2 voix avec 2 visions et 2 retours d'expérience. Le retour d'expérience de nous, Engie, en tant qu'expérimentateur sur ce projet Harmonieux, et puis le retour d'Antoine Vinet, qui est membre producteur, donc impliqué, engagé depuis la première heure, j'ai envie de dire, dans le projet d'expérimentation, et puis qui aujourd'hui a repris le pilotage de cette expérimentation. Si on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. C'est bon. Alors Il y a un même petit le temps de suivant latence encore. normalement. Ouais, Mais... il y a un petit temps de latence. Donc on reste en Vendée. C'est une bien belle région. Donc voilà, on vous propose de rester en Vendée sur un contexte plutôt îlais, puisque c'est un projet qu'on a mis en place donc sur l'île Dieu. Il faut savoir qu'Harmonieux, en première instance, c'est vraiment un projet de recherche et développement, hein. C'est une expérimentation que Engie a souhaité développer. Je ne sais pas si tu peux passer au slide suivant. Parce que moi, je vois toujours un slide de titre. Ouais, super. Ah, Merci, ouais, c'est parfait. ouais. Donc, c'est une expérimentation qu'on a conduite avec nos équipes de R&D chez Engie, qu'on a initiée en 2018. Donc, on était vraiment au tout début de la mise en place des opérations d'autoconsommation collective. Et on avait en fait plusieurs intentions derrière cette opération. La première, c'était de tester pour la première fois en fait une communauté qui réunit plusieurs membres producteurs et plusieurs membres consommateurs, puisqu'on a dans la communauté d'Harmonieux 23 maisons individuelles impliquées, dont 5 maisons productrices et 18 maisons consommatrices. Donc vraiment cette intention, cette volonté d'aller tester des sites, des multi-sites producteurs dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective. Deuxième enjeu qui était très techno, l'objectif étant de tester divers systèmes de pilotage et de stockage au périmètre de la communauté de l'île Dieu. Il faut savoir qu'on a conduit le projet d'expérimentation en pilotage en temps quasi réel, puisqu'on avait installé les systèmes de metering dans les différents foyers pour être en capacité de piloter sur pas de temps 5 minutes. Donc on répartissait le surplus d'énergie produit en fonction des appels de puissance relevés toutes les 5 minutes par les différents membres dans les différents foyers. Et puis on a voulu tester des systèmes de stockage au périmètre de la communauté avec 2 moyens de stockage. L'un qui est du stockage en eau chaude, puisqu'on pilotait 6 ballons d'eau chaude en fonction des données de surplus et de consommation du surplus. Et on pilotait également une batterie communautaire. Donc vraiment, l'idée était de tester, nous, à la fois notre capacité à récupérer les flux d'énergie, à les répartir et à les piloter finement pour pouvoir avoir un taux d'autoconsommation qui soit au maximum sur la communauté, mais également d'en évaluer l'impact de toutes ces technologies dans un souci d'évaluer leur intérêt et leur rentabilité. Et puis, pas le moindre des enjeux, c'est aussi d'évaluer à quel point les citoyens étaient prêts à l'époque et sont prêts à s'engager dans ces opérations d'autoconsommation collective. Parce que je crois que la personne qui m'a précédée l'a bien dit, hein, il y a un enjeu dans la durée, à s'engager, à venir aux AG, à partager avec ses voisins, en tout cas à en comprendre les enjeux et à accorder le temps nécessaire.
Et donc, nous, les 3 années d'expérimentation nous ont aussi permis d'évaluer en fait à quel point on pouvait, sur un quartier purement résidentiel, imaginer déployer ces projets avec le soutien des citoyens. Et puis le soutien de la collectivité locale. Alors Monsieur Bourgerie, qui est l'élu, qui ne peut pas être présent ce matin, mais qui a été très facilitateur dans la mise en œuvre du projet. Donc les données clés, on les a ici, hein, c'est 107 mètres carrés de panneaux qui ont été installés, donc une puissance installée de 23,7 kW crête, répartis sur 5 maisons productrices et 18 maisons dites consommatrices. On est à peu près presque à 30 MWh de production annuelle sur l'opération. Et quand on regarde les résultats, je pense que c'est le slide suivant. Ça va s'afficher. Ouais, super. Donc ça, c'est les données qui ont été agrégées sur les 3 années d'expérimentation, donc 3 années complètes. On approche les 96% de taux d'autoconsommation au périmètre de la communauté et 19% d'autoproduction. Donc c'est des données qui sont intéressantes. En termes d'économie sur la facture, on a observé jusqu'à 40% d'économie sur la facture des producteurs, entre 10 et 15% d'économie sur la facture des consommateurs. Et évidemment, en 3 années, il y a eu à la fois des évolutions de météo, hein, forcément, des évolutions d'usage. Ce qu'on a observé progressivement, c'est une adaptation des usages, des programmations d'électroménager plutôt en heure solaire, sensibilisation à la production des différents membres. Donc vraiment une évolution aussi des comportements. Et puis quelques records. Il fait toujours beau en Vendée, particulièrement à Lilieu. Donc on a eu des journées records avec 10 heures d'autonomie totale sur la communauté, des taux de 57% d'autonomie de la communauté, donc vraiment des scores intéressants. À la base, Harmonieux, c'était pour nous vraiment une expérimentation. Donc l'idée, à la fin, c'était de stopper. Donc on avait ouvert l'option aux différents membres producteurs de racheter des panneaux s'ils voulaient poursuivre dans un schéma d'autoconsommation individuelle classique. Mais on n'avait pas forcément prévu dès l'origine de poursuivre l'opération d'autoconsommation collective. Et pourtant, assez rapidement, ça a fait consensus. C'est-à-dire que nous, on animait, on suivait régulièrement avec les différents membres l'avancement du projet. Et assez rapidement, il y a eu un consensus qui s'est dégagé pour poursuivre l'opération d'autoconsommation collective au-delà de l'expérimentation. Donc la dernière année nous a servi en fait à préparer le futur et designer la communauté qui serait pérennisée à la fois sur l'aspect administratif et réglementaire, mais aussi sur l'aspect technique. Je ne sais pas, Antoine, si à ce stade, tu veux corriger, compléter ce que j'ai pu dire. Ah. Je ne sais pas si tu m'entends, Antoine. Oui, j'avais pas mis mon micro, excuse-moi. Pas de souci. Juste un petit modificatif sur les 15% d'économie, c'est parce que les kilowatts qui étaient cédés aux consommateurs n'étaient pas facturés. Donc voilà, Oui. je mettrai un petit bémol. Exactement. Alors, tu fais bien de préciser, tout le temps d'expérimentation, donc les 3 années de l'expérimentation, on a choisi, c'était entièrement financé par Engie, hein, parce que c'est une opération R&D, donc les panneaux, les installations, le suivi, la gestion de la PMO était entièrement financée par Engie. Et on a décidé en mars 2023 de transférer la communauté à ses membres, ce qui a impliqué un rachat des panneaux par les membres producteurs. Donc chacun des foyers producteurs a racheté les panneaux qui avaient été installés par Engie sur leur toit. La mise en place, en tout cas, le transfert de la gestion à l'association qui a été reprise localement dans sa gestion. Et puis la mise en place d'un système de facturation entre membres. Donc jusqu'à présent, le kilowattheure échangé était gratuit. Et on a mis en place, enfin en tout cas la nouvelle communauté a mis en place le principe d'une facturation entre membres à 10 centimes du kilowattheure échangé. On a aussi mis en place un outil de gestion un peu similaire à ce que nous a présenté la personne juste avant, hein, du CIDEV, un outil de gestion qui permet de suivre les différents flux, d'accompagner la communauté dans la gestion de ses facturations, et puis à chacun des membres d'avoir une vision sur sa production et sa consommation. On peut passer au dernier slide. Alors, l'avant-dernier, nous, on est persuadés chez Engie que c'est des projets qui ont des bénéfices réciproques, en fait, pour l'ensemble des acteurs,
à la fois pour les collectivités locales, ça permet d'accélérer, en tout cas de renforcer la pénétration des ENR dans les territoires, notamment sur des espaces fonciers qui sont déjà artificialisés. Donc, ça permet de développer du solaire en toiture sur des espaces déjà propices. Ça a beaucoup de sens, ça apporte beaucoup de sens et on le voit au quotidien dans nos discussions aujourd'hui pour toutes les entreprises, les TPE, PME, les industriels qui veulent être porteurs de projets de solarisation et qui pouvaient avoir des difficultés à trouver des modèles de rentabilité sur des projets classiques en autoconsommation individuelle, où globalement leur taux d'autoconsommation n'était pas suffisant pour aller soutenir économiquement un projet d'investissement. En apportant les moyens de valoriser le kilowattheure produit localement auprès d'une communauté d'intérêt, on vient soutenir en fait le modèle économique des communautés d'énergie. Et puis, ça apporte beaucoup de sens auprès des citoyens, parce qu'aujourd'hui, il y a peu de foyers qui sont réellement éligibles au solaire, soit parce que les gens sont locataires, qu'ils sont propriétaires de bâtiments non éligibles, qu'ils habitent en zone qui est protégée par les bâtiments de France ou en zone remarquable. Enfin, il peut y avoir une diversité de situations qui fait qu'aujourd'hui, une maison individuelle n'est pas éligible au solaire. Et donc, c'est vraiment un accélérateur en fait, du développement des ENR et du partage d'énergie verte auprès du plus grand nombre. Donc, nous, Engie, on s'engage dans ces schémas d'autoconsommation collective. Et si on peut passer au dernier slide. Ça nous a forgé 3 convictions. La première, c'est qu'aujourd'hui, il y a une acceptation sociale qui est prête. Donc, c'est le retour d'expérience d'Harmonieux. Les citoyens sont très volontaires, que ce soit des particuliers, des TPE, des PME, des commerçants. Il y a une prise de conscience, je pense, aidée par le contexte énergétique des derniers mois, pour consacrer l'énergie et le temps nécessaire à ce type de projet. Donc, il y a un terreau favorable. Deuxième enseignement structurant, c'est la notion de sobriété technologique. Vous l'avez vu, nous, on a testé plein de technos à Harmonieux. On a voulu tester du stockage en eau chaude, du stockage en batterie communautaire, du pilotage fin en temps presque réel, etc. etc. On a constaté, en débranchant la techno la dernière année, qu'in fine, ça nous a gagné que quelques vraiment infimes pourcentages d'autoconsommation sur la production. Et donc, on est plutôt aujourd'hui dans une logique d'accélérer sur des communautés low-tech. On va être prudent en fait dans la technologie qu'on déploie, parce qu'on n'a pas forcément toujours besoin d'intégrer du système de pilotage temps réel ou du système de stockage. On souligne aussi tout ce qu'Enedis apporte dans les projets, notamment avec les clés de répartition dynamique, avec la fluidification en fait, de la gestion. Donc, on prône plutôt une première génération de communautés d'énergie qui soit plutôt low-tech et d'accélération sur ce schéma-là. Et puis, troisième enseignement, c'est que nous, on est convaincus aujourd'hui qu'il y a un modèle de rentabilité économique, qu'on apporte une poche de valeur additionnelle à ces projets. On a la poche de valeur qui est l'autoconsommation individuelle pour le porteur de l'actif de production. On a la poche de valeur qui consiste à revendre un surplus au réseau avec un tarif d'injection. On ajoute une troisième poche de valeur qui est la possibilité de valoriser cette énergie, qui est en plus vertueuse, qui est verte, qui est locale, à une communauté d'intérêt. Donc, on a cette conviction aujourd'hui que les modèles atteignent des seuils de rentabilité qui les rendent intéressants et scalables. Donc, on peut passer à l'échelle. Je minorerai un tout petit peu des communautés où on n'a que des particuliers, donc des communautés type Harmonieux, alors petite échelle, et Antoine, t'hésite pas à rebondir ou à corriger ce que je dis. C'est pas là où on va avoir le plus de potentiel en termes de rentabilité. On l'a bien compris dans la première présentation, tout l'enjeu, c'est de trouver la tarification du kilowattheure au sein de la communauté, qui est à la fois soutenable pour l'investisseur dans l'actif de production et puis qui est aussi intéressant pour les membres. Donc, on va être très lié aujourd'hui aux tarifs de réinjection et aux tarifs de fourniture. Donc, il faut trouver un terrain de jeu entre ces deux bornes pour que ça soit un projet qui soit économiquement intéressant. Donc là, on a un tarif d'injection aujourd'hui qui est plutôt intéressant, qui est plutôt valorisé pour les petites installations de celle d'Harmonieux. On est, si je ne me trompe pas, autour de 13 centimes du kilowattheure. Voilà, ça vient questionner le terrain de jeu qui est propice à la mise en place de ces communautés si on est uniquement dans un terrain de jeu de particulier, donc des petites installations et des tarifs de fourniture d'énergie qui sont liés au TRV. Voilà. Et j'ai bien noté, je me permets juste un dernier point qui n'est pas dans mon slide, mais la question de la facturation est évidemment une question clé pour favoriser la réussite de ces projets. Donc nous, on en est pleinement conscient chez Engie. C'était tellement balbutiant jusqu'à présent que ça restait des traitements manuels
C'était pas automatisé dans le système d'information, donc je profite de, voilà, de l'audience et de l'occasion, pour affirmer qu'on est en train, justement de prendre le virage. Tant qu'on était à moins de 200-300 communautés en France, on était dans un traitement manuel de la régularisation de la facturation et de la montée en compétence de toutes les équipes de facturation chez Engie, qu'on soit chez Engie particulier, Engie entreprise, Engie collectivité en matière de fournisseur d'énergie. Et donc là, on est en train d'accompagner toutes ces équipes, à la fois aux compréhension du fonctionnement d'une communauté et surtout à la systématisation dans nos systèmes d'information de la prise en compte de ces clients qui sont membres de communautés. Donc je sais que c'est frustrant. Je m'excuse auprès des gestionnaires de communautés, qui ont pu rencontrer, des difficultés, mais sachez, qu'on est bien conscient, du sujet et qu'on y travaille. Voilà. Merci de ce Moi, je vais faire un complément petit retour fourni. Ouais, d'expérience ouais. aussi. Antoine Vinet, allez-y. Ouais, juste sur les leçons qu'on peut en tirer. Alors moi, je ne doute pas du tout de la pertinence de choses comme la Génétous sur des bâtiments collectifs. Je pense que c'est tout à fait pertinent. Nous, notre cas est un petit peu particulier. On est des maisons individuelles en quartier. Les leçons qu'on peut en tirer, c'est que on a un producteur pour 3 consommateurs. On estime que au-delà, plus de consommateurs par producteur, ça n'a pas trop de sens. Voilà, on peut dire que ce ratio-là, on va essayer de le garder. La deuxième leçon, c'est sur le dimensionnement de notre communauté. On est une communauté avec que 5 producteurs et compte tenu du peu de kilowattheures qu'on qu'on produit par an, eh bien, le coût de notre facturation est tout à fait significatif. Donc, le coût de la rentabilité, avec cette facturation en plus qui est extrêmement complexe, ben, il me pose la question sur l'accompagnement de ce type de communauté pour des cas avec des maisons individuelles. En effet, faire vivre une association, c'est compliqué, et je pense que l'échelle communale d'accompagnement de ce type de communauté, au sein pour des maisons individuelles, je pense qu'il serait quasiment nécessaire. Il faudra que, il y ait quelqu'un de la mairie qui chapeaute un petit peu à terme, la vie de ce type de communauté parce que pour l'instant, c'est complexe, au niveau des contrats qu'il y a à signer les uns avec les autres. Donc peut-être que dans 5 ou dans 4-5 ans, il y aura un usage qui sera arrivé, il y aura les gens sauront faire, voilà. Et l'autre chose que je me donc voilà, l'échelle communale et aussi sur le dimensionnement. Pour l'instant, on n'est que 5 producteurs et je dirais que le fait de partir sur une communauté que à 5, je pense qu'à terme, on est condamné à grossir si on veut devenir vraiment rentable, si on veut, avoir les moyens de payer cette facturation et cet accompagnement. Voilà et on tablait sur, si on était à terme, allez 10-15 maisons individuelles au sein de cette communauté, ben, on arriverait à une communauté qui aurait plus de sens. Voilà, et puis la dernière chose, c'est que j'ai appris que EDF venait le tarif d'obligation d'achat était aujourd'hui à 13 centimes d'euros. Peut-être que des gens vont me contredire, je ne sais pas si c'est, et ben, en fait, on se rend compte que le fait qu'EDF, fasse un tarif d'achat qui est en train de monter, eh bien, n'est pas forcément au bénéfice du développement, de ces communautés, tout au moins pour les résidents individuels. Voilà, je vous remercie. Merci Monsieur Vinet, merci Audrey Dugal. Je vous propose du coup de garder les questions-réponses, enfin, notamment celles qu'on a notées dans la conversation pour après la dernière intervention sur le retour d'expérience, qui est celle de Morbihan Énergie. Daniel Alvar, qui va nous faire un retour d'expérience sur l'opération Partage Élec, qui a commencé à Pénétin et qui s'est ensuite déclinée sur différents sites. Daniel, est-ce que tu es avec nous? Mon micro est coupé.
Pourquoi? Voilà, on t'a entendu. Vous m'avez entendu? Là, Là? c'est bon, on t'entend de nouveau. Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Oui, donc petit retour d'expérience, je vais essayer d'être rapide parce que je vois qu'on a débordé dans le temps et je pense que voilà, vous avez... Pour l'instant, ça Ça va. va, ça va. Mais, ouais. Effectivement, comme disait Mathieu, on a commencé avec un premier petit projet à Pénéta en 2018 avec une centrale photovoltaïque installée sur un centre technique municipal qui desservait une zone d'activité et à l'époque, le périmètre était inférieur à 1 kilomètre. On a monté une association qui est PMO pour ce territoire. Et fort de cette expérience et grâce aussi à un appel à projet lancé par la région Bretagne avec des fonds européens, parce qu'il faut le souligner, on a décidé de développer cette expérience, de la reproduire, mais sur 14 projets en étant un peu plus ambitieux, avec un périmètre qui était passé à 2 km, donc qui donnait plus d'opportunités. Pour passer à un projet de plus grande envergure, on a aussi mené des réflexions sur l'aspect juridique, c'est-à-dire que l'innovation, elle a porté aussi sur l'aspect juridique pour ce dossier. Et on a travaillé avec nos collègues du syndicat du 44 pour une réflexion sur une PMO mutualisée à l'échelle du syndicat au niveau départemental. Parce que tout simplement, avoir 14 associations et 14 AG d'associations plus celle de Pénétin, on allait passer notre vie en assemblée générale. Alors j'exagère un peu, mais voilà, ça allait alourdir pour un projet qui se voulait assez agile. Donc la PMO mutualisée, c'était déjà un premier pas sur l'innovation. Ce qu'on retient de notre expérience partagée là, c'est que sans implication des élus et des services des communes et des communautés de communes, on n'aurait pas réussi à mettre en œuvre ces 14 projets d'un coup. On a aussi beaucoup travaillé sur l'animation. Alors j'ai vu que Valoen était présent, donc on a travaillé avec Valoen sur la partie animation qu'on avait assez bien estimée au départ. Parce qu'en fait, toutes les questions d'autoconsommation collective amènent des questions de la part des autoconsommateurs potentiels sur le système électrique qui est assez méconnu en fait. Quand on va en réunion publique, les gens connaissent très bien ou à peu près le système du réseau d'eau, d'assainissement, mais assez peu le système électrique. Je vous passe les confusions entre EDF et Enedis. RTE est complètement oublié et les syndicats inexistants. Donc ça permet de rappeler un peu les enjeux. Il faut ramener aussi cette opération dans un contexte qui était en 2019, quand on a lancé l'opération, où il n'y avait pas de problème d'alimentation en électricité, pas de problème de prix. Le prix était relativement bas. Donc sans l'aide européenne, on aurait eu du mal à trouver un équilibre financier, il faut aussi le rappeler, puisqu'on a eu un taux de subvention moyenné de 40% sur l'ensemble du projet. On a intégré systématiquement tous ces projets dans les volets PCAET des territoires. On a fait aussi un rappel sur les objectifs que chaque territoire avait. Les 14 centrales sont installées sur des espaces publics, avec un engagement de coopération territoriale avec la collectivité qui recevait la centrale et Morbihan Énergie, un engagement sur 20 ans. Nos modèles, les business plans sont sur 20 ans. Le risque est pris entièrement en charge, évidemment, par Morbihan Énergie. Sur les 14 opérations, on est à un peu plus de 369 consommateurs sous des formats variés, c'est-à-dire que nous avons aussi bien des bâtiments intercommunaux, des bâtiments communaux, des particuliers, des entreprises, et puis je dirais un peu des modèles un peu hybrides, c'est-à-dire par exemple des stations d'épuration qui sont propriétés de syndicats publics, mais qui sont gérés par des contrats d'affermage. On a voulu, les élus de Morbihan Énergie ont voulu un modèle simple, c'est-à-dire qu'on a fixé des tarifs sur 20 ans et on s'est engagé auprès des particuliers, des entreprises et des communes sur ce tarif à 20 ans, en faisant une distinction quand il y avait un bâtiment qui avait de l'autoconsommation individuelle, parce qu'on en a 13 sur 14 qui sont ce cas-là, ils ont un tarif différent puisqu'ils échappent à une partie de la taxe. Et puis les consommateurs ont un autre tarif.
Contrairement au projet précédent, en 2020, nous n'avions économiquement, nous n'étions pas forcément super intéressants hein, au niveau tarif. Et à chaque fois, à chaque réunion publique, on a pris la précaution de dire aux consommateurs potentiels que s'ils s'engageaient, c'était avant tout pour un projet communal, un projet de circuit court de l'énergie, un projet qui avait du sens localement et au niveau du département, de développer de la production d'énergie dans un territoire où on a peu d'autonomie en matière de production d'énergie. Nous sommes fortement dépendants de la production nationale. Donc c'était un geste et une participation et une contribution à l'effort national de production d'énergie. Mais que si les gens attendaient d'avoir un impact financier fort, au vu des consommations des particuliers, c'est-à-dire peu en fait de consommation annuelle en autoconsommation, il valait mieux qu'ils aillent jouer au loto. Donc on a à chaque fois pris cette précaution-là. Malgré tout, ce discours-là, je dois souvent le répéter. Ce qu'on a sous-estimé dans notre projet, si on a bien estimé la partie animation, pédagogie, pourquoi produire de l'énergie renouvelable, comment ça s'intègre dans le réseau, etc., on a sous-estimé la partie suivi facturation, relation clientèle. C'est-à-dire qu'il a fallu et il faut, on continue à développer un service clientèle au service des consommateurs qui sont fortement demandeurs d'informations sur leur consommation, en temps réel, d'éléments sur leur facturation, sur la manière de consommer pour optimiser leur autoconsommation. Et donc, on a vraiment sous-estimé cette partie-là qu'on est en train de réestimer. On développe évidemment, comme les autres collègues l'ont présenté tout à l'heure, on a un suivi via un logiciel. On est en train d'expérimenter avec notre fournisseur de logiciels une partie pédagogie à nouveau pour expliquer comment consommer, optimiser son autoconsommation. Ce qu'on avait aussi peut-être, où on avait, je pense, pas pris assez la mesure, c'est que en ayant des centrales instrumentées, en ayant un logiciel où les clients, les consommateurs, entre guillemets, peuvent se connecter et voir la production, eh bien, il fallait que nous ayons, nous, une rigueur dans notre maintenance et qu'elle soit très, très réactive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une centrale qui dysfonctionne pendant 2 semaines, 3 semaines. Et que, du coup, il nous fallait avoir une entreprise de maintenance qui soit très réactive et des collègues qui suivent l'intervention de la maintenance, de manière à répondre assez vite et réparer assez vite en cas de panne. De toutes ces expériences, on compte bien continuer et à relancer une trentaine de projets en autoconsommation collective sur l'ensemble du territoire, en allant sur des territoires où aujourd'hui il y a peu de production d'énergie renouvelable, car effectivement, au-delà de l'aspect business plan et technologie, il y a l'aspect projet local et incitation à développer des modèles d'autoconsommation. Sur un des territoires où on a développé un projet de centrale photovoltaïque, nous avons des citoyens qui sont en train de réfléchir à la création de leur propre projet, c'est plutôt bien. Et donc, Partagelec a vocation aussi à servir de démonstrateur pour d'autres projets de particuliers, privés, etc. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le retour d'expérience que l'on a. Effectivement, sur la partie clientèle, j'insiste, hein, mais il y a aussi la gestion des sorties et des entrées dans l'autoconsommation collective. On a aussi la question des fournisseurs hein, qui a été évoquée par les collègues du CIDEV. Nous, on alerte nos consommateurs, on les incite à vérifier leurs factures et à solliciter leurs fournisseurs pour vérifier que l'autoconsommation est bien prise en compte dans la facturation. Aujourd'hui, les grands fournisseurs d'énergie n'ont pas développé dans leur outil un système qui leur permet de déduire au fur et à mesure l'autoconsommation de leurs clients. Et donc, ça vient plutôt en solde de facture finale à l'année, voilà, où ils déduisent l'autoconsommation. Voilà, je crois que j'ai fait le tour.
Ah, j'oubliais, dans toutes les réunions publiques que j'ai pu faire, donc sur les 14, j'ai dû en faire pas loin de 10, multiplié par 2, une vingtaine, hein, puisque ça prend quand même du temps. À chaque fois, les citoyens sont venus parce que le maire, les élus étaient engagés sur ce projet-là, parce qu'ils le portaient à nos côtés et qu'ils recueillent la confiance de leurs citoyens ou des entreprises et qu'il y avait une vraie volonté de participer à un projet local. J'ai plusieurs années d'expérience en collectivité. C'est la première fois que je vois des réunions publiques aussi positives. Voilà. J'en ai terminé. Très bien, merci Daniel. Merci à toutes et tous pour vos présentations de retour d'expérience. On va prendre alors je vais arrêter la présentation 5 minutes pour qu'on ait un petit temps de questions-réponses et notamment de répondre à quelques questions qui avaient été posées sur la conversation, mais n'hésitez pas si vous en avez d'autres. On voit que les enjeux pour accélérer, simplifier sont très liés, on va dire, au cadre contractuel, juridique qui peut être mis en place au sein de la communauté d'énergie et qui est un enjeu de simplifier ces histoires-là. J'avais une première question peut-être à Antonin Charon tout à l'heure, puisque c'était une question sur le chat au moment de la présentation de votre projet, vous parliez d'un besoin de simplifier la PMO, Morbihan Énergie en a un peu parlé, et de massifier, de mutualiser la démarche. Et il y a aussi une question sur la notion de responsable d'équilibre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les pistes et la façon dont ça s'est passé? Oui, alors, du coup, en 2019, il n'y avait pas d'obligation d'achat sur l'autoconsommation collective. Il fallait se rapprocher auprès d'un fournisseur et d'un responsable d'équilibre. On a fait le tour un petit peu, on a eu, plusieurs propositions et la plus intéressante pour nous, c'était celle d'Équateur, sachant que, c'était aussi leur première opération à eux. Donc ils avaient la volonté de nous accompagner pour tester aussi leur modèle de rachat de surplus, si je peux dire, en tant qu'autoconsommation collective. Donc, en 2019, il fallait un petit peu démarcher chaque personne. Et maintenant, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de passer avec EDF OA, EDF obligation d'achat, sur cette partie-là. Et sur la partie personne morale organisatrice, donc vraiment l'entité juridique qui va rassembler tous les acteurs de la communauté d'énergie et être le lien avec Enedis, notamment sur le cadre contractuel. Voilà, là, la perspective que vous avez d'une PMO mutualisée, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la façon dont ça pourrait fonctionner? Oui, alors, comme je disais, on a décidé de pas continuer sur le modèle associatif, mais comme les autres personnes l'ont évoqué, notamment, Morbihan Énergie, être présent dans chaque association quand on va commencer à avoir des dizaines d'opérations à suivre, ça va être compliqué, pour nous en tant que collectivité, en tant que syndicat. Du coup, on a décidé de passer PMO départemental, mais dans un premier temps, histoire de bien maîtriser le cadre, une fois que les problèmes de facturation et que l'ensemble sera géré, on va d'abord cibler en fait nos collectivités et essayer de sortir un projet, enfin un maximum de projets par territoire, par EPCI, par communauté de communes. On va les accompagner donc, bien évidemment, hein, j'insiste aussi sur le fait que, comme ça a été évoqué, sur le fait qu'il faut absolument, que les élus nous aident, à sensibiliser les territoires. Sans eux, on n'arrivera pas à atteindre les différentes personnes. Donc notre objectif, c'est de développer d'abord au sein des collectivités, sur des bâtiments communaux et après, à voir en fonction des différents montages, si on va chercher ou non des particuliers, ou des entreprises. Heu, on ira le faire, je pense, quand la facturation sera définitivement réglée et que ce sera plus un souci pour les différentes entités. Bien, merci. Il y avait une question, peut-être que Audrey Dugal pour Harmonieux, vous pouvez répondre sur les outils de gestion de suivi des flux d'énergie et de facturation. Est-ce que c'est des outils, alors il y en a plusieurs hein, qui existent sur le marché, mais est-ce que c'est des outils que vous aviez en propre là au niveau d'Engie ou d'autres outils? Alors sur les 3 années d'expérimentation, c'était des outils en propre, parce qu'on a D'accord. développé un EMS, maison, hein, pour gérer les flux et on s'interface avec Enedis. Donc sur ces 3 années d'expérimentation, c'était aussi l'occasion pour nous de tester des outils qu'on a développés en interne. On Je sais que la communauté, pérenne de citoyens est sur le point de contractualiser avec un gestionnaire, de communauté d'énergie, sur l'aspect notamment facturation, gestion des flux.
je crois, Antoine, je pense au contrôle que c'est pas encore complètement signé, donc je sais pas si on peut encore le dire, mais en tout cas, bon, des acteurs sur le marché, il n'y en a pas 50, hein, donc voilà, c'est la communauté devrait se faire accompagner par un des acteurs qui a le plus d'expérimentation en la matière D'accord. pour accompagner notamment ces sujets compliqués qui sont la refacturation. D'accord. Merci. On voit en tout cas que voilà, les outils pour massifier, fluidifier les relations contractuelles, juridiques et financières entre tous ces producteurs, consommateurs et fournisseurs d'énergie, c'est vraiment le nœud du sujet, quoi, pour massifier. En tout cas, c'est un des nœuds. Exactement, puis il y a des questions fiscales qui sont loin d'être négligeables et qui seront sans doute amenées à évoluer dans le temps, et je pense que c'est nécessaire d'être accompagné, d'avoir aussi des outils professionnels, notamment si on est sur des collectifs de citoyens, en fait, parce que là, on commence à toucher des sujets complexes, et les communautés, les membres de communautés ne sont pas des experts de l'énergie, donc je pense que c'est effectivement la scalabilité des projets devra s'appuyer sur les outils de gestion et sur les modèles de gestion de PMO mutualisés. Je pense que c'est effectivement des modèles qui seront vraiment critiques pour accélérer sur ces communautés. Très bien. Je vous propose de passer la parole maintenant à Enedis et Atlanson qui vont nous apporter justement quelques éclairages et qui, je pense, apporteront des compléments sur les leviers pour amplifier le phénomène de l'autoconsommation collective. Je remercie d'ailleurs Elie Ballester qui répond en parallèle à quelques questions sur le forum pour Atlanson. Voilà, ça nous appuie. Alors, je vais repartager mon écran. Et Mohamed Lejibi, je vais vous laisser la parole un instant. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Très bien. Très bien. Bonjour à tous. Donc, Mohamed Lejibi. Alors, je ne suis pas Enedis Lab Bretagne, donc je suis plutôt Enedis Client et Territoire, mais ça va me permettre quand même de vous communiquer des informations intéressantes sur les outils que nous mettons à disposition de l'ensemble des directions régionales à Enedis. L'autre. Hop, vous me dites Oui, il n'y a pas de quand souci. je passe. Alors tout d'abord, un rappel en fait du positionnement d'Enedis et de notre accompagnement qu'on réalise auprès des porteurs de projets et des PMO. Donc le premier aspect, c'est bien que cet accompagnement, il est de proximité au niveau de toutes les directions régionales que nous avons à Enedis. Donc on a bien une doctrine au niveau national qui est établie pour faciliter l'accompagnement, mais on est bien conscient que l'accompagnement opérationnel est réalisé au sein des directions régionales qui sont vraiment au contact des porteurs de projets pour leur dispenser finalement des premières informations et aussi leur expliquer la marche à suivre dans le but de lancer une opération d'autoconsommation collective. Et donc pour ce faire, on a bien un point d'entrée au niveau de chaque département avec des référents qui sont formés pour ce faire et qui sont en mesure de répondre aux attentes des différents acteurs. Un point important et qui fait aussi partie des nouveautés, c'est qu'on a aujourd'hui une nouvelle cellule nationale autoconsommation collective qui va faciliter en fait le traitement des opérations qui sont en service. Parce qu'on distingue bien les opérations qui sont en cours de montage des opérations qui sont déjà en service. Et pour faciliter les échanges, notamment en ce qui concerne les clés de répartition et pour répondre à différentes questions, on va dire, courantes sur des opérations qui sont déjà lancées, on s'est doté à Enedis d'une cellule qui traite de l'ensemble de ces questions et qui est aussi encore plus experte du sujet de l'autoconsommation collective. En ce qui concerne les piliers d'autoconsommation collective, nous, Enedis, on insiste souvent sur le réseau public qui va permettre de réaliser finalement ces opérations d'autoconsommation collective, mais surtout, en fait, de mettre en place une infrastructure qui est déjà existante et qui permet finalement de lancer l'opération d'autoconsommation collective assez vite. Et c'est aussi la seule solution qui permet vraiment de partager son électricité tout en bénéficiant d'une électricité avec les standards qui sont les nôtres, avec une certaine qualité de fourniture et des délais qui sont acceptables pour l'ensemble des parties prenantes.
Ça repose évidemment sur le compteur communicant, donc pour le segment des particuliers, des petits professionnels, le compteur Linky, mais pas que, hein, aussi sur le marché d'affaires avec des industriels. On travaille sur l'autoconsommation collective et pour ce faire, on a besoin de compteurs communicants. Un dispositif contractuel éprouvé avec les consommateurs qui ont bien tous un fournisseur, les producteurs qui ont bien tous un responsable d'équilibre et un contrat qui est régi entre Enedis et chacune des PMO qui fait partie qui gère l'opération d'autoconsommation collective. Et le dernier aspect, c'est un aspect vraiment de gestion, de calcul qui nous incombe à Enedis, où on est bien en charge de la relève des calculs des quantités, qu'elles soient autoconsommées, alloconsommées, et de la publication pour l'ensemble des fournisseurs et des autres acteurs du marché, pas que les fournisseurs. Slide suivante, s'il vous plaît. En ce qui concerne les dernières réalisations notables, donc, elles sont récapitulées ici. On a bien les API, donc on distingue finalement deux réalisations importantes en fonction des populations. Donc, pour les PMO, on a bien les API qui sont à disposition, donc une série d'API qui permettent de consulter, de gérer son périmètre, d'ajouter par exemple des participants, de les retirer, donc tout ça de manière informatisée et assez souple, donc avec une suite d'API qui est disponible sur le Data Hub Enedis. Donc ça, c'est, on va dire, ça fait une bonne année que c'est en service et que certains acteurs les utilisent. Et on a mis aussi en place récemment ce qu'on appelle une data visualisation pour les PMO, principalement les petites PMO, et ainsi leur permettre de visualiser les données essentielles d'une opération d'autoconsommation collective, à savoir la consommation, les quantités d'énergie, et aussi de visualiser graphiquement cette répartition-là. Donc on insiste bien, Enedis, qu'il s'agit simplement d'une visualisation des données qu'on envoie d'ores et déjà à la PMO. Ce n'est pas un outil du marché avec des facultés, avec des services complémentaires de ce qu'on peut déjà envoyer aujourd'hui en termes de données. On est bien dans notre rôle simplement de visualisation des données qu'on met déjà à disposition aujourd'hui pour les PMO. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être souscrit par une PMO qui se lance dans une opération d'autoconso, mais qui est déjà en service. Et le dernier point, et ça fait écho à ce qui a été abordé en ce qui concerne les échanges avec les fournisseurs d'électricité. Donc, historiquement, Enedis, on a toujours fourni les données d'autoconsommation collective pour réaliser la facturation des consommateurs finaux. Donc, on les a fournis dans un premier temps parce qu'il fallait assez vite et parce qu'on a fonctionné par étapes via des fichiers pour permettre aux fournisseurs de réaliser les régularisations et aussi facturer correctement leurs clients. Et en fonction du passage progressif et la montée en puissance de l'autoconsommation collective, ces données s'inscrivent dans les flux standardisés que nous échangeons avec les fournisseurs d'électricité, donc aussi bien sur le marché de masse, hein, donc celui des petits consommateurs, où depuis 2021, on transmet à l'ensemble des fournisseurs ces données-là. Et aujourd'hui, et en tout cas depuis fin 2022, pour les consommateurs du marché d'affaires, l'ensemble des données sont aussi transmises via ces flux standardisés. Et donc ça, c'est un vrai impact pour l'ensemble des fournisseurs, parce qu'effectivement, un fournisseur, son travail, c'est de facturer son client, et il ne va pas facturer de manière simplifiée son client s'il doit aller piocher des données dans des fichiers. Donc aujourd'hui, les données sont transmises de manière informatisée et automatisée. Alors, ça nécessite quelques adaptations côté fournisseur, mais comme ce qui a été dit par Engie, on a aussi le même son de cloche par plusieurs fournisseurs du marché. Cette question-là est bien prise en compte et figure parmi les priorités des acteurs, étant donné que l'autoconsommation collective commence vraiment à prendre de l'ampleur. Je vais passer à la slide suivante. Merci. Une dernière nouveauté, et donc celle-là, c'est vraiment une nouveauté toute fraîche là, du mois de juin, c'est finalement l'ajout d'une nouvelle clé de répartition. Donc là, je vous ai fourni un exemple où vous pouvez voir aujourd'hui comment fonctionne l'ancien moteur de calcul de l'autoconsommation collective et comment fonctionnera le moteur de calcul V2 de l'autoconsommation collective, ou en tout cas la nouvelle modalité de clé de répartition. Donc je vais vous demander de regarder le schéma du bas, où vous voyez en fait l'ancien moteur de calcul. Et dans cet ancien moteur de calcul, vous pouvez voir que la production qui est issue du bailleur HLM et du gymnase municipal était précédemment agrégée.
Donc, c'est-à-dire qu'on prenait la production de 400 kWh et 100 kWh, qui faisait 500, et qui ensuite était répartie au niveau des participants de l'opération d'autoconsommation collective, à savoir un locataire 1, un locataire 2, et potentiellement le bâtiment municipal de la mairie. Donc, c'était le fonctionnement qui est d'ailleurs toujours en vigueur, et qui permettait de répartir la production sur l'ensemble des consommateurs. Donc avec le nouveau mode de calcul qu'on a mis en place à Enedis, donc un mode très structurant, on a mis en place une solution qui permet de dissocier la production de chacun des producteurs et ainsi de répartir de manière différenciée la production vers chacun des consommateurs. Donc par exemple, si on prend le bailleur social, donc il y a une production de 400 kWh, sa production va bien être répartie indépendamment de la production qui est celle du gymnase municipal. Donc là, on voit par exemple, ça représente combien de chiffres pour le locataire 1, le locataire 2 et la mairie, et de même pour le gymnase municipal et sa répartition pour le locataire 1, locataire 2 et la mairie. Et en fait, tout ça, c'est mis en place pour notamment gérer des opérations qui sont de plus en plus sophistiquées, complexes, et où les logiques de chacun des participants sont différentes. On n'est plus sur entre guillemets, de la simple opération patrimoniale, hein, où on a une collectivité locale qui gère ses sites de consommation et de production dans une même opération. On commence à s'ouvrir et dès lors qu'on s'ouvre, on a des acteurs qui vont chercher à optimiser le surplus parce que potentiellement, ils vont avoir des tarifs de rachat différents et ainsi rationaliser l'équation économique de leur projet. Et donc ça, cette nouvelle clé de répartition, et ça m'amène à la slide suivante, elle va être mise à disposition à compter du 19 juin. Donc, à compter du 19 juin, pour les opérations en service, vous pourrez faire la demande à Enedis afin de basculer vers ce nouveau type de clé de répartition. Pour les autres opérations qui fonctionnaient très bien avec les clés actuelles, hein, à savoir les clés dynamiques, dynamiques par défaut et statiques, donc il n'y a pas de souci, vous n'allez pas être inquiété par cette nouvelle modalité de répartition, vous pourrez continuer comme vous procédiez aujourd'hui, avec l'envoi des mêmes coefficients de répartition. Mais en tout cas, cette nouvelle fonctionnalité, elle est vraiment attendue de la part de certains acteurs, parce qu'il y a une vraie attente autour de cette optimisation de l'affectation, et on s'attend en tout cas à ce qu'il y ait et on s'attend à ce qu'il y ait un réel engouement par les acteurs qui gèrent des opérations multi-producteurs dans la souscription de ce genre de clé de répartition. Donc à retenir, à partir du 19 juin 2023, vous pourrez faire la demande auprès d'Enedis et de vos interlocuteurs, soit au niveau national avec notre cellule de back-office, soit avec vos interlocuteurs régionaux pour les opérations qui ne sont pas encore en service. Et dernier petit slide pour vous donner des chiffres, pour illustrer finalement cette dynamique de développement autour de l'autoconsommation collective. Donc aujourd'hui, vous voyez, on est à 200 opérations en service, donc c'est un milestone majeur. Là où avant, on a assez longtemps balbutié dans le démarrage des opérations, là on constate, comme vous pouvez le voir sur le graphique au centre, que cette progression, elle est constante. On a fait quasiment du x2 par rapport à la même période l'année dernière. On est quasiment à 3000 participants lorsqu'on cumule les consommateurs et les producteurs pour plus de 337 opérations au projet. Et donc ce chiffre est aussi assez significatif parce que ça dénote de l'intérêt des parties prenantes et des porteurs de projets pour l'autoconsommation collective et le fait qu'aujourd'hui, comme ce qui a été dit précédemment, il y a un réel engouement à développer ce genre d'opération, non plus simplement pour avoir une belle image RSE, mais aussi parce que la rationalité économique est au rendez-vous et permet aux acteurs de rentabiliser leurs projets beaucoup plus vite que précédemment. On peut voir à gauche qu'il y a une répartition maintenant sur tout le territoire. Hein. C'est plus juste des niches Nord-Pas-de-Calais ou bien Occitanie, on en a partout. Vous voyez qu'en Bretagne et Pays de la Loire aussi, on est assez bien développé à ce niveau-là. Et finalement, le dernier point sur lequel je conclurai mon intervention, c'est sur la physionomie des opérations. Donc, je vous ai dit précédemment, on bascule de plus en plus d'opérations patrimoniales vers des opérations qui sont dites ouvertes. Et ça se retrouve sur les typologies de PMO. Vous pouvez voir à droite qu'aujourd'hui, on a grosso modo 60-65% d'opérations qui sont des opérations patrimoniales. Mais il faut savoir que ce ratio était beaucoup plus imposant sur les précédentes périodes. On était plutôt aux alentours de 70-80% d'opérations qui étaient purement patrimoniales, donc avec des collectivités. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est aussi celui des bailleurs sociaux où, pareil, ils sont stimulés, ils ont des dispositions spécifiques pour gérer des opérations d'autoconsommation collective et aussi, ils s'intéressent grandement au lancement d'opérations à ce niveau-là. Je m'arrête.
Merci beaucoup, Mohamed Lajibi, pour cette présentation voilà, très claire des outils d'Enedis et avec un petit focus sur la dynamique en cours. Présentation sur la dynamique que va poursuivre du coup nos intervenants suivants avec voilà, des éléments peut-être sur la région Pays de la Loire et Bretagne plus zoomés et d'autres enseignements sur les leviers d'accélération à venir. Je vous laisse prendre la main. Parfait. Merci beaucoup, Mathieu. Tu peux passer à la slide suivante si vous m'entendez bien. Très bien. Bonjour à tous, c'est Lee Ballester, délégué général d'Atlanson. Alors, je sais que parmi les participants, beaucoup d'entre vous nous connaissent. Je vais faire rapide. Atlanson est une association qui représente le réseau de la filière solaire du Grand Ouest en Bretagne et Pays de la Loire, donc à la fois sur le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. Et on est soutenu à la fois par les conseils régionaux des deux régions, par l'ADEME et par l'Union européenne. Tu peux passer à la slide suivante. Aujourd'hui, Atlanson, c'est vraiment une filière locale. On a un peu plus de 220-225 structures adhérentes, donc à la fois toutes les entreprises privées de la filière. Donc, on a vraiment un positionnement sur l'ensemble de la chaîne de valeur, bureaux d'études, installateurs, développeurs, banques, installateurs, etc. Mais également une bonne partie de collectivités, de partenaires associatifs ou de syndicats départementaux d'énergie. Donc, on est vraiment une filière au local, au service de l'ensemble des projets, dont l'autoconsommation collective. Passer à la slide suivante, s'il te plaît. Et encore. Merci beaucoup. Alors, je vais faire assez vite sans trop vous abrutir de chiffres, sachant que certains ont déjà été présentés par Enedis et un peu plus actualisés. Effectivement, ce qu'il faut retenir alors sur les deux dernières années, c'est qu'on a globalement un doublement d'opérations en service chaque année et on voit qu'on est en train de prendre une vitesse de croisière encore un peu plus importante. On est passé en 2021, en mars 2021 de 42 à même année en 2023 à 187. Alors certes, ça peut paraître une forte progression, mais 187 opérations à mettre au regard des un peu plus de 600 000 installations photovoltaïques qu'on a en France. Voilà, donc tout est relatif. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Si on regarde un petit peu plus, alors effectivement, vous avez pu voir sur la présentation d'Enedis quelques chiffres un petit peu plus précis par région. Ici, c'était juste pour vous montrer sur les 2 dernières années un petit peu le rythme qu'on peut avoir pour l'ensemble des régions principales. Vous avez en jaune plus épais la Bretagne et les Pays de la Loire. Voilà, on voit que on est loin d'être dans nos deux régions, loin d'être en retard, voire même voilà, on a une progression assez importante, y compris en Bretagne et Pays de la Loire. On peut passer à la slide suivante. Si l'on regarde en fait en termes d'opérations actives, alors les chiffres effectivement ne sont pas tout à fait actualisés. On en a 2 de plus, si j'ai bien lu, en Bretagne et 1 de plus en Pays de la Loire par rapport à mars 2023. Voilà, globalement, Bretagne et les Pays de la Loire se positionnent dans la moitié, on va dire, plus dynamique des régions françaises. Si tu passes à la slide suivante. Cependant, si on prend en fait plutôt de réfléchir au niveau de région administrative, si on prend le périmètre d'Atlanson, qui est aussi le périmètre de SMAL, c'est-à-dire on va prendre une région Grand Ouest, on voit finalement le Grand Ouest est la zone ou la partie de France qui est la plus dynamique, notamment en termes d'opérations d'autoconsommation collective. Donc on n'est pas à 35, on est effectivement à 38, donc on est même au-delà des Hauts-de-France qui est la région la plus dynamique. Donc on voit vraiment en réunissant nos deux régions la dynamique complète que l'on peut avoir sur nos deux régions. Je peux passer à la slide suivante. Voilà, alors les chiffres ont été un peu plus présentés, détaillés par Enedis. Donc on est quasiment à 200 opérations aujourd'hui en France. 11,2 mégawatts crête de puissance raccordée. Effectivement, encore une fois, c'est important, ça augmente de plus en plus, mais c'est à regarder aussi au regard de la puissance totale, en tout cas dans le photovoltaïque installé en France, où on a un peu plus de 16 gigawatts crête. Donc on voit qu'il y a encore un fort potentiel. Ça permet de rentrer un peu plus dans la slide suivante. Après, quelques grands chiffres un petit peu pour vous ayez un peu une image du dynamisme aussi de l'autoconsommation collective dans le Grand Ouest. Je voulais juste revenir un petit peu sur les prévisions. En tout cas, si on regarde, voilà, tu peux revenir sur cette slide-là. Si on regarde sur la situation de l'électricité en Europe, alors auparavant, on avait des opérations un peu plus, c'était de l'innovation, c'était du test, comme les 3 retours d'expérience qui ont pu
ont pu vous être présentés. Aujourd'hui, les modèles commencent déjà à être un peu plus matures et on voit que la situation, notamment du prix de l'électricité en Europe, est différente. Si on prend un prix moyen de coût de production du photovoltaïque, alors, en toiture, aux alentours de, on va prendre 100 euros le mégawattheure, on voit que ça reste compétitif par rapport en tout cas aux prévisions que l'on a même jusqu'en 2026-2027 en Europe. Donc le photovoltaïque reste compétitif et l'avantage, l'autoconsommation collective par rapport à l'achat auprès d'un fournisseur classique. Passer à la slide suivante, s'il te plaît, Mathieu. C'est vraiment, voilà, enfin, en tout cas, cette dynamique et cette historique qu'il faut retenir, c'est-à-dire que on est dans une nouvelle phase depuis 2021-2022 dans les ENR de manière générale et encore plus dans le solaire, où globalement, on est passé auparavant pour soutenir la filière d'un modèle tarif d'achat, vente à l'État assez classique, on fait 100% de vente. Coût de production des énergies renouvelables était supérieur au prix de l'électricité classique, donc il n'y a pas forcément d'intérêt de créer des boucles locales. On est passé petit à petit à un modèle avec une baisse drastique du coût de production des ENR, du solaire et également du prix de vente, à l'intérêt de l'autoconsommation individuelle. Et on arrive de plus en plus vers une logique un peu plus de parité marché où aujourd'hui, la vente locale, en tout cas la création de boucles, de réseaux d'énergie devient de plus en plus intéressante et pas pour des questions, pas que pour des raisons écologiques, environnementales, mais vraiment pour des questions de marché. Aujourd'hui, face aux différents modèles, tout le monde peut vendre de l'énergie solaire et le premier modèle de vente auprès de l'État, donc les tarifs d'achat, c'est devenu vraiment une garantie, un prix de vente minimal et rien n'empêche de créer des marchés, des boucles locales via l'autoconsommation collective plus structurante et tout en gagnant en retour sur investissement et en compétitivité de nos installations. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, voilà, là, c'est un peu la possibilité actuelle, mais on voit qu'il y a encore une forte progression à faire. Le but, c'est pas de retenir tous les chiffres, mais je vous ai mis, alors à fin 2022, la répartition par mode d'injection entre chaque région. Et on voit que globalement, que ce soit le cas en Bretagne, au Pays de la Loire, mais c'est le cas de toutes les régions en France, en bleu, c'est l'injection totale, donc c'est le 100% de vente. Ça reste le mode d'injection le plus principal. Aujourd'hui, l'objectif, si on veut aussi gagner en autonomie énergétique et créer de boucles locales, ce ne serait pas uniquement installer des nouvelles centrales vers des modèles d'autoconsommation collective, mais aussi petit à petit utiliser les centrales aujourd'hui qui produisent et qu'on injecte 100% et on vend auprès du réseau à la participation de création de boucles locales entre producteurs et consommateurs locaux. Donc il y a aussi la possibilité de transformation des installations et des centrales qui sont là pour durer encore quelques dizaines d'années vers des modèles d'autoconsommation collective ou du PPA ou de contrats de gré à gré. Et je terminerai pour ensuite laisser l'ouverture à Simon. Face aux différents retours d'expérience que vous avez eus, aux quelques chiffres que je vous ai dit, mais on voit finalement, il y a une forte progression. On est encore à quelques petites opérations d'autoconsommation collective, finalement, si on regarde au nombre d'installations que l'on a. On est vraiment aujourd'hui en premier objectif en France et dans le Grand Ouest encore plus, même si on a des régions très dynamiques, c'est massifier. Il faut qu'on maximise et qu'on massifie la production locale pour tout type de mode d'injection et qu'on maximise en parallèle et par la suite aussi la consommation locale. Essayons de valoriser au plus près et au mieux l'énergie que l'on produit sur nos territoires, que ce soit via du solaire ou de l'éolien, etc. Donc ça peut passer par différents modes, hein, c'est-à-dire on peut avoir de l'autoconsommation individuelle en premier lieu. Ensuite, deuxième mode qui a déjà été dit, on peut passer via de l'autoconsommation collective. Et enfin, s'il reste du surplus, du reliquat, comme on pourrait l'appeler, on peut bénéficier, tout dépend après du modèle et du modèle, du modèle de centrale, via la valorisation auprès du tarif d'achat S21, mais qui finalement n'est plus une finalité en soi, mais voilà, est une certaine garantie avec un vrai enjeu de valoriser en local et au mieux l'énergie qui est produite. Cette massification et cette valorisation va se faire par la filière, par tous les acteurs, que ce soit collectivités, entreprises, etc. Et on a un vrai besoin de structuration qui est très dynamique, qui se développe de plus en plus dans l'Ouest, mais on espère que ça va continuer de se poursuivre et qu'on va avoir une vraie structuration plus poussée. Avec de nouvelles offres de services en autoconsommation collective, public-privé, donc passer du patrimonial à de l'autoconsommation ouverte, comme ça a été dit, vers des nouvelles structurations, peut-être des nouveaux modes de valorisation économique de l'énergie, vers la création de gestion intelligente, de réseaux, de boucles locales d'énergie, de mise en place de communautés d'énergie
et création petit à petit et au fur et à mesure de marchés locaux d'énergie qui peuvent être plus ou moins interconnectés, mais qui permettent en tout cas aux territoires de maîtriser leur production et leur consommation pour faire face aux futures hausses du prix de l'électricité en Europe. Je vais laisser la parole Merci, à Élie. Simon Ducasse qui va pouvoir poursuivre en donnant un exemple concret justement de nouvelles offres ou de nouvelles structurations de la filière autour de l'autoconsommation collective. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis désolé, je suis dans ma voiture à l'arrêt, je vous rassure. Donc Simon Ducasse, moi j'ai créé en début d'année la société Henrik qui vise à accompagner les producteurs et je vais faire un petit retour d'expérience sur ce que j'ai vécu. Mais avant, je voulais quand même tout ce qu'on oublie, pas le rôle majeur des collectivités dans la rampe de lancement de l'autoconsommation collective. S'il n'y avait pas eu Partage Élec en 2017 ou 2018, on n'en serait pas là aujourd'hui. La Génétous, pareil. Donc, on a vraiment eu les collectivités ont eu un rôle majeur de lancement de la dynamique. Et si aujourd'hui il y a 200 opérations d'autoconsommation collective en France, sans leur jeter des fleurs, je pense que c'est grandement grâce à elles. Après, moi, je ne peux pas me satisfaire d'avoir 200 opérations d'autoconsommation collective en France quand il y a 3000 demandes de raccordement par mois. En sachant qu'aujourd'hui, économiquement, il n'y a aucune raison de ne pas vendre localement son énergie dans une opération d'ACC. Ce qu'il faut avoir en tête, et le chiffre il est assez simple, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le calcul, mais quand on fait une centrale solaire, on crée de la valeur. La moitié de la valeur, elle est pour le producteur si on vend dans les mécanismes de soutien. L'autre moitié de la valeur, ben, c'est l'État qui la prend. C'est l'État qui la prend et on lui donne, c'est un contrat, on la prend. Sauf qu'on a le choix, par le mécanisme de soutien, de dire maintenant, cette valeur-là, je veux l'ancrer sur mon territoire. Et donc, si on veut avoir des centrales photovoltaïques qui soient 2 fois plus performantes en termes d'ancrage de la valeur, et c'est Atlansun, c'est ça, c'est ancrer la valeur localement, c'est l'objectif de la filière, et ben, il faut absolument qu'on vende localement, ça va renforcer la performance du producteur et ça va renforcer les économies du consommateur. Et derrière, il ne faut pas oublier, l'autoconsommation collective, j'entends, c'est complexe. Oui, c'est complexe. Mais imaginons, on va sortir du solaire, on va prendre un parc éolien. Vous prenez un mât éolien de 3 mégas. D'accord? Dans la loi d'accélération, on parle de partage de la valeur. Si quelqu'un a compris comment le partage de la valeur des projets éoliens dans la loi AER fonctionnait, moi je veux bien qu'on échange parce que moi je n'ai pas compris. Mais en autoconsommation collective, je sais comment ça marche. Ben, si je prends un mât d'éolienne que je vends aux particuliers de ma commune, ou qui sont vendus, parce que c'est pas moi, je suis pas investisseur éolien, c'est 500 000 euros d'économie sur les factures par an, si les gens sont au TRV. 500 000 euros d'économie, ben les gens ils vont comprendre à quoi ça sert d'avoir des éoliennes. Et donc là, on a vraiment des nouveaux leviers de croisement entre actifs énergétiques, développement territorial, développement économique. Aujourd'hui, une collectivité qui veut mettre des ombrières sur ses parkings et qui vend localement l'énergie, elle protège ses commerces. Et en gros, elle n'attend pas l'État, elle n'attend pas d'aide de l'État, elle investit, la Banque des territoires finance, et derrière, elle protège son territoire. Par contre, l'enjeu de ça, et Élie parlait des nouvelles offres de services, et j'ai entendu tout à l'heure, je n'ai pas pu me connecter au début de la réunion, je m'en excuse, mais on parle, il faut développer, il y a des outils qui vont permettre aux gens de porter. Moi, je ne partage pas cette vision-là. Si on veut massifier, on va devoir toucher des gens dont l'énergie est le cadet de leurs soucis. Et du coup, ils ne s'en occuperont pas. Là, les collectifs citoyens aujourd'hui qui font l'autoconsommation collective, ce sont des gens engagés. Si on a des gens qui sont indifférents, ils vont pas utiliser les outils. Ils vont pas les optimiser. Donc c'est pour ça que moi, la vision que je porte et que je développe dans ma société, c'est d'avoir une approche servicielle de l'autoconsommation collective. C'est de dire, comme on a un contrat unique dans la fourniture, quand vous faites de la consommation, vous n'avez pas de relation avec Enedis, vous avez juste votre fournisseur, une tête qui vous gère toute votre consommation. Vous êtes rattaché à un responsable d'équilibre et pourtant, vous ne le savez même pas. Mais il faut faire exactement la même chose en côté production. Il faut dire, voilà, vous êtes investisseur, vous achetez une centrale. Quand je dis investisseur, ça peut être une industrie ou une collectivité qui fait de l'autoconsommation. Ce n'est pas forcément un investisseur professionnel. Et il faut aller l'accompagner, lui dire, voilà, vous allez pouvoir vendre localement votre énergie, mais ça va être aussi simple que si c'est par EDF obligation d'achat. Et ça, moi, je suis persuadé que le développement
outil ne suffira pas à ça, parce que les gens n'utiliseront pas les outils, ils ne mettront pas à disposition les moyens nécessaires. Mais si on a une approche servicielle, voilà, on fait du clé en main, de l'intégration complète, on va pouvoir avoir ce développement-là et aller chercher chez les gens qui sont indifférents sans jugement de valeur. Hein. Ces gens dont l'énergie n'est pas leur préoccupation principale. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont regarder dans une facture? Ah, mais ils vont regarder en bas à droite. Et aujourd'hui, moi j'ai encore eu un exemple la semaine dernière. Voilà, quelqu'un qui achète son énergie 29 centimes le kilowattheure. L'obligation tarifaire sur des grosses centrales, elle est à 12. Entre 29 et 12, il faut absolument ancrer cette valeur-là et partager. Et derrière, bah, une fois qu'on aura sensibilisé les gens par le bas à droite de la facture, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, mais tiens, mais moi aussi, si j'en ai, je vais économiser. Et du coup, ça va faire effet boule de neige et on va accélérer le développement des centrales, le développement du parc. Et après, de toute manière, on aura toujours de la consommation, et couplé à de la mobilité électrique, on va encore plus décarboner. Et ainsi, voilà, on va pouvoir vraiment avoir cet effet de levier. Et derrière, voilà, Enedis a mis en place les outils. Les fournisseurs, ils vont faire évoluer leur système d'information. Je sais que chez EDF, c'est devenu une priorité. Donc voilà, il y a un vrai sujet. Par contre, ça va faire clairement des nouveaux métiers. Ça a été évoqué, l'aspect client entre les clients devaient vérifier leurs factures entre l'autoconsommation collective et les fournisseurs. Mais clairement, il faudra aussi travailler avec les fournisseurs, les producteurs et le GRD pour avoir ce sujet-là, justement, de fluidité de l'information entre toutes ces parties prenantes. Je sais qu'on travaille à la mise en place d'un comité des parties prenantes de l'autoconsommation collective. C'est des choses qui sont ultra importantes pour que tout le monde se retrouve, pour qu'on puisse avancer sur les sujets. À la fois, ça a été évoqué, hein, la fiscalité. Moi, j'aimerais bien voir les autoconsommations collectives patrimoniales, comment est gérée la fiscalité dans les communes. Je pense qu'elle n'est pas. Alors, je veux dire, en 2023, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Mais quand elle va repasser à 33 € du mégawattheure l'année prochaine, c'est des choses, l'État, en fait, ils vont compter à un moment. Donc, il faudra vraiment gérer tous ces sujets-là et voir la répartition des actions. Mais clairement, pour moi, le plus gros sujet, le plus gros vecteur de développement de la vente locale, donc qui s'adosse sur le régime juridique de l'autoconsommation collective, c'est ancrer localement la valeur sur les territoires et du coup, renforcer l'acceptation des projets, développer des nouveaux projets, développer de l'attractivité. Imaginons des tarifs préférentiels pour attirer les pépites, pour les pépites humaines, hein, les ressources humaines qui font cruellement défaut. Si vous prenez la facture d'électricité, vous construisez des mécanismes très vertueux d'ancrage de la valeur et de répartition de la valeur. Et une fois qu'on aura atteint ça, on va exploser les chiffres des ENR et atteindre les objectifs. Je suis très bavard, donc je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, moi, c'est à votre disposition. Merci Simon Ducasse et Elie Ballester pour ces éclairages complémentaires et sur les enjeux et les leviers de l'amplification. Beaucoup de questions ont trouvé réponse dans le chat par les différents intervenants, que je remercie encore. Est-ce que vous avez une question qui vous reste, les participants? On peut prendre encore 2-3 minutes. N'hésitez pas sur les dernières interventions. Sinon, dans tous les cas, le temps éventuellement que vous rédigiez une dernière question, que vous preniez la parole, je pense que les participants resteront à votre disposition si vous voulez aller plus loin sur ces sujets-là. Le réseau Smile, évidemment, est à votre disposition. Le replay du webinaire sera disponible prochainement. Nous vous enverrons le lien. Et voilà, pour poursuivre effectivement sur ces enjeux de l'autoconsommation collective. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui s'est rajoutées. Alors une question peut-être, on peut prendre une dernière question peut-être sur les évolutions de projection du coût d'électricité. À 16 centimes en 2027 et un tarif d'achat EDF à 13 centimes.
quel impact éventuel sur les opérations d'autoconsommation collective, plus généralement, on va dire au-delà de ces chiffres-là, en quoi l'évolution des tarifs de rachat et le coût de l'électricité peut faire basculer d'un côté ou de l'autre, on va dire, la dynamique de l'autoconsommation collective. Élise, Simon, sur ce sujet-là, est-ce que vous avez des éclairages? Bah, c'est un peu la boule de cristal, hein. C'est compliqué à imaginer, mais de toute manière, alors là, vous savez, hein, les mécanismes de marché sont complexes. 2025, c'est la fin de l'arène, hein. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc, et de toute manière, les mécanismes de soutien, ils vont pas rester à ces tarifs-là. Je crois que vous avez évoqué le principe de dégressivité. À un moment, la dégressivité, elle va se remettre en jeu et les tarifs d'achat, ils vont tomber à 10 centimes. Et entre 10 et 16, eh ben, il y a quand même un gros gap. Ça fait 60%. Alors, ça fait pas beaucoup, ça fait 6 centimes peut-être au kilowattheure, mais ça fait 60%. Et donc, la marge, on peut la trouver là. Et l'État fera toujours en sorte d'avoir un mécanisme de soutien qui soit pas trop favorable. Et donc, du coup, il y aura toujours un intérêt à faire ça. Et là, on parle des prix de marché, mais les gens qui sont sur les tarifs C4, bah, ils payent pas le tarif marché, quoi. Très bien. Merci en Je crois tout qu'il y a cas. quelqu'un qui avait levé la main, Mathieu. Ah, alors oui. Je vous laisse prendre la parole. Madame Louot. Si la main... Non. Ah, la main a été baissée. Alors, je vais voir sur les participants. Ouais, non, c'est ça. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Bon, il n'y a pas d'intervention complémentaire. On arrive au bout du temps. Alors, Jean-Claude Récy, qui souhaitait intervenir. Alors, voilà. Oui, bonjour. Rapidement, donc, je suis Jean-Claude Quinton et je suis coprésident de Récy, le Pour réseau Récy, des pardon. énergies citoyennes en Pays de la Loire. Et effectivement, ont été évoquées plusieurs fois donc l'idée, et même, enfin, j'ai noté aussi à un endroit, donc le travail avec les citoyens est primordial. Alors, je me permets de souligner, effectivement, enfin, nous, Récy, à toutes les occasions auxquelles vous pouvez imaginer qu'un collectif citoyen pourrait aider, et spécifiquement sur les opérations d'autoconsommation collective, n'hésitez pas à nous contacter, on sera là. Et c'est vrai que c'est un sujet, y compris chez nous, hein, l'autoconsommation, au-delà de collective ou d'individuel, qui fait que, ne serait-ce qu'aujourd'hui, autour de ce webinaire, il y a pas mal aussi de nos acteurs qui sont présents. Et je crois qu'on est à fond sur le sujet. On a besoin effectivement de tous les retours d'expérience qu'on voit ici. Mais s'il n'y a qu'une idée que je voudrais lancer, c'est vraiment la notion de PMO et tout ce qui a été évoqué qui peuvent être des freins. La facturation, par exemple, si on imaginait d'avoir un service commun et quelque part gratuit, mais ça peut se rediscuter, mais qui se mette en place au niveau de la région, des départements, des collectivités territoriales, ça, je pense que ce serait une façon très efficace de faire avancer les choses. Petit appel à peut-être création d'un groupe de travail dans cet esprit. Enfin, pour nous, ne serait-ce qu'au niveau de Cowatt, hein, le solaire citoyen, c'est un sujet auquel on va réfléchir. Donc, que Cowatt soit aussi PMO et offre ce service à toutes les communautés de citoyens qui veulent s'y intéresser. Donc, ma proposition, c'est d'aller peut-être au-delà de Cowatt et au niveau régional et y compris en Bretagne. Hein, est-ce qu'on peut se dire, on va ensemble pour proposer quelque chose qui soit un outil d'accélération pour toutes les communautés qui veulent travailler ce sujet. Merci pour votre écoute. Très bien. Merci pour cette proposition ouverte. Alors, je vais, du coup, Madame Louot nous a relayé sa question. Quelqu'un voulait peut-être rebondir là-dessus ou non? Comme elle n'arrive pas à se connecter, et c'était intéressant, c'était plutôt alors sur la technique, peut-être que Audrey Dugal est toujours avec nous sur Harmonieux.
La question portait notamment, alors je crois que vous n'aviez pas sur Harmonieux de dispositif de stockage de l'électricité. D'ailleurs, vous ne poussez pas forcément, on l'a compris, avec une approche plutôt low-tech, à avoir trop de volets pilotage et stockage, en tout cas quand l'autoconsommation est déjà bien optimisée avec les producteurs et les consommateurs déjà en place au sein de la communauté, on va dire. Mais est-ce que vous avez des retours sur ce volet stockage, sur cette opération-là ou d'autres? Si, on avait un stockage, hein, et Ah, d'ailleurs, d'accord. c'était un des enjeux de la période d'expérimentation. C'était vraiment un projet R&D d'aller pour aller tester le pilotage temps réel et puis le stockage, alors stockage en eau chaude en pilotant des Oui, ballons et le oui, stockage c'est vrai, en oui. batterie. Donc, on avait une batterie stationnaire qui était une batterie communautaire. Donc, elle avait son propre compteur. Donc, ça a été considéré comme un point d'injection, un point de soutirage. Ce qu'on a observé, nous, parce que cette communauté, elle est particulièrement bien dimensionnée, c'est-à-dire que l'équilibre entre le surplus à partager et puis le nombre de consommateurs était bon. Cette batterie, elle était relativement peu mobilisée, en fait. Donc, elle représentait un coût, un investissement très important pour un besoin assez réduit, parce qu'au final, on avait suffisamment de consommateurs pour absorber le surplus qui était produit par les 5 producteurs. Donc, si je fais quelque chose de trivial et de simplifié, on s'est dit, bah, il vaut mieux rajouter 1 ou 2 consommateurs que de mettre une batterie qu'on va doter d'un propre compteur. On va tirer des câbles et puis on va payer des taxes à l'entrée et à la sortie si on veut stocker une batterie communautaire. Donc, sur des communautés de quartiers résidentiels ou même patrimoniales, nous, on voit assez peu l'intérêt au final de développer des outils de stockage. Par contre, plus on va étendre et plus on va rentrer dans des communautés complexes, notamment, on ne va pas être en capacité d'aller chercher du foisonnement d'usage pour pouvoir s'assurer d'un taux d'autoconsommation au périmètre de la communauté suffisant. À ce moment-là, on peut se poser la question. Il y a un peu nous, on travaille pas mal sur la notion de merit order, hein. À quel moment il vaut mieux étendre et chercher des consommateurs additionnels pour pouvoir optimiser cette consommation, enfin cette production, plutôt que d'aller investir dans des outils de stockage, donc comme des batteries. Voilà. D'accord. Donc c'est un peu ce qui guide notre approche, en tout cas pour accélérer véritablement le marché de l'autoconsommation collective. Je crois que beaucoup l'ont dit, hein, l'enjeu, il réside pas tant dans la techno que dans ce que disait monsieur Decazes tout à l'heure. Decazes, excusez-moi si j'écorche votre nom. Faire que ça soit facile à vivre. Les gens, c'est ce que je disais, ne sont pas des énergéticiens, donc il ne faut pas que ça soit un métier supplémentaire pour des TPE, PME qui veulent se lancer dans l'autoconsommation collective. Donc je pense que l'effort, il est plutôt à porter sur cette dimension de la gestion des PMO mutualisés, de la simplification des processus, des procédés, pour pouvoir accélérer véritablement. J'espère que je Très réponds à la bien. question. Merci pour cette réponse très claire, Je me justement. fais pas que des amis chez mes collègues ingénieurs de R&D chez Engie, mais bon, c'est pas grave. Voilà, mais effectivement, on a bien compris la réponse sur le processus et voilà, c'est très clair. Écoutez, il est 12h43, donc on a déjà débordé un peu par rapport au timing, donc je vais vous proposer de conclure. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre écoute. Merci aux intervenants pour leur présentation de qualité. Je pense qu'on nourrit voilà, les uns et les autres sur les enseignements, les retours d'expérience. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions auprès de Smile ou auprès de différents intervenants de la séance et le replay sera disponible très prochainement. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous et à bientôt.